messieurs, bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de The Refreshing Soul. Alors, on est en train de rentrer en confinement, hein, on est en train de nous faire rentrer en hibernation, c'est un moment de pur stress. Ça, je dois vous le dire. Mais on fait avec, on essaie d'évoluer, on essaie d'avancer, on essaie de faire avec. Il y a quelques mois, on a réussi à s'en sortir et cette façon, on le fera encore. On y va. Alors, pour vous faire voyager, pour vous faire rêver, j'ai décidé de vous amener à la rencontre d'un homme d'un genre tout à fait particulier. Il exerce une profession qui nous a manqué ces derniers mois. C'est un DJ, l'un des DJ les plus courus de la diaspora africaine qui réside actuellement en France et qui aura décidé le temps d'un instant de se poser en notre compagnie. Nous recevons ce soir Mr. Seven DJ qui aura dit oui à The Refreshing Soul et qui aura accepté de partager avec vous son parcours tout à fait particulier mais magnifique. Et il aura dit comme ça, pourquoi pas, je me poserai ici et je parlerai avec vous de ce qui a été mon histoire jusqu'aujourd'hui. C'est un gros plaisir pour moi de le recevoir aujourd'hui, mais surtout je vous rappelle de... Parce que le meilleur reste le meilleur. Merci beaucoup. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, vous êtes l'un des... C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Hein. Non, sincèrement, je pense que vous êtes l'un des DJ qui marquera son temps. Il y a beaucoup de... Vous m'écoutez? Oui, très bien, oui. Ok, je pense que vous êtes l'un des DJ qui marquera son temps de cette génération parce que vous avez su créer, justement, quand je vous expliquais, vous avez su créer une marque forte, en fait. Vraiment très forte. Peut-être les personnes ne le voient pas aujourd'hui, mais moi j'estime que c'est une marque qui est vraiment très forte et qui ira vraiment très loin. Et j'estime que vous êtes une inspiration à ce domaine d'activité. Et vous voyez, non, c'est une légende dans le temps. Au même titre que... On travaille pour ça, on travaille. Merci pour ces mots gentils, pour l'appréciation et... Oui, c'est une passion et pour laquelle j'ai compris qu'il faut mettre de la dedication, comme on dit en anglais. Il faut vraiment mettre du cœur, il faut être discipliné, il faut mettre du travail. Et j'essaye de le faire au mieux, au jour le jour, en espérant que ça porte du fruit et en espérant que ça puisse toucher le maximum de personnes possible. En espérant que ça puisse toucher le maximum de personnes, je peux vous le dire déjà, ça touche énormément de personnes. Alors, on va commencer au tout début de lorsque M. Bertolus Tchagay décide de se lancer dans le DJing et le beatmaking. C'était en 2000 lorsque vous étiez encore tout jeune. Comment ça se passe en fait? Comment se passe le premier contact avec ce domaine d'activité? C'est arrivé presque de façon fortuite, je dirais. Bon, un de mes meilleurs amis au lycée, un de mes camarades de classe et meilleurs amis, était justement le DJ qui s'occupait de toutes les soirées du lycée, c'est-à-dire kermesse, les fêtes d'anniversaire et tout. Et il m'a proposé quelquefois de l'accompagner. Donc, tout naturellement, je l'ai accompagné. Puis bon, moi à la base, j'aimais déjà beaucoup la musique. J'avais déjà commencé bien avant même de le rencontrer à apprendre le solfège, à apprendre le piano, la guitare. J'aimais beaucoup ce qui est touché à la musique et ce qui gravitait un peu autour de la danse également. Donc, c'est sans beaucoup de peine que je l'accompagnais dans ces événements. Et des fois, je lui disais, laisse-moi, je vais m'occuper du début de soirée, je vais choisir les chansons qui vont passer en début de soirée. Et j'aimais ça. J'aimais vraiment comment ça se passait, pouvoir choisir les chansons de façon à mettre le public dans une certaine ambiance particulière pour les préparer à ce qui va venir à la suite. C'est un peu ainsi qu'est née la chose, quoi. Mais lorsque vous débutez dans la vie, en général, lorsque vous êtes un jeune homme à la base, vous n'avez pas dans votre tête, ok, je vais être DJ. Non, du tout. Qu'est-ce que vous vouliez faire plus jeune en réalité? Alors, plus jeune, j'avais beaucoup de rêves. Alors, beaucoup particulièrement en ce qui concerne mes études, je rêvais, alors lorsque j'étais encore au lycée, je rêvais de devenir architecte ou médecin. Ça, c'était des rêves d'adolescence. Et parallèlement, quand même, j'avais déjà des activités culturelles telles que la danse, telles que le théâtre, le chant.
et le rap également qui me parlait beaucoup. Donc, je me disais pas forcément je vais devenir DJ, mais j'aimais beaucoup la musique. J'aimais déjà beaucoup la musique, j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la culture. Et comment vos parents réagissent à cette passion qui naît lorsque vous êtes tout jeune? Je dois dire que je pense, à mon humble avis, je pense que mes parents m'ont quand même soutenu. Ils m'ont soutenu parce qu'ils m'ont toujours apporté leur accompagnement dans ce qui était les activités qu'ils retenaient, eux, être des activités extrascolaires, c'est-à-dire participer à des clubs, au club théâtre, participer au club danse, ainsi de suite. Eux, ils retenaient que c'était des activités extrascolaires, mais ils précisaient que ça ne doit pas prendre le pas sur les études. Donc, je pense quand même que c'est une forme de soutien parce que là, ils ne m'ont pas empêché, ils ne m'ont pas dit non, tu arrêtes avec. Ils m'ont dit non, tu continues, mais tu t'arranges à porter à terme également les études parallèlement. Donc, oui, c'était quand même du soutien, c'est du soutien jusqu'aujourd'hui. Une petite anecdote que j'aime bien raconter et qui me fait rire moi aussi, c'est que ma mère je suis enregistré dans le téléphone de ma mère avec mon nom d'artiste. Ah, si. Qui n'a rien à voir avec mon nom ou mon prénom. C'est-à-dire que elle est consciente de ce que je fais, elle sait ce que je fais, elle me soutient. Mais lorsque vous débutez justement comme DJ, en fait, pourquoi vous décidez de devenir Monsieur MR7 DJ? Comment vous arrive le nom de MR7 DJ? Parce qu'en réalité, vous appelez Bertolus, en fait. Donc, comment c'est fait? Oui, mon prénom, c'est Bertolus. Mon prénom, c'est Bertolus, pour ceux qui ne le savent pas. Mon nom d'artiste, c'est une évolution. C'est une évolution parce que pendant plusieurs années, j'ai recherché quelque chose qui me ressemblait culturellement et qui n'était pas trop éloigné de moi, de ma personne. Donc, qui pouvait me représenter, mais sans aller forcément tout de suite à la personne de Bertolus. Alors, je suis passé par plusieurs noms d'artistes. Je suis passé par Bertol Seven. Je suis passé par Bertolus Seven avant. Pourquoi c'est Seven? Seven parce que c'est tout simplement parce que c'est ma date de naissance. Je suis né en 7 janvier. Okay. C'est simple. Bon, ça a l'air simple, mais il y a toute une réflexion derrière. J'ai également 7 frères et sœurs avec ma mère. Donc, et entre mon premier grand frère et moi, il y a 7 ans. Entre mon dernier grand frère et moi, il y a 7 ans. Plusieurs fois que le chiffre 7 revient un peu dans ma vie. J'ai estimé que c'était une bonne raison de le prendre comme nom d'artiste. Et puis, je trouvais pas ça pas mal également. D'autant plus que dans certaines cultures, on retient que le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance, le chiffre du bonheur. Bien changé, c'est vrai, ça c'est juste d'accord avec vous, même dans l'astrologie. C'est aussi le cas. Et donc, on retrouve Mr. Seven. On quitte de Bertolus 7007 à Mr. Seven. Alors, comment se fait le découpage pour arriver à... Ouais. Comment se fait ce découpage-là? Pourquoi Mr. Seven? Pourquoi Mr. Seven? En tant que DJ, je voulais avoir et révéler et rappeler aussi ma personnalité responsable parce que j'avais quand même cette image de DJ du Cameroun qui était, je mets entre guillemets, connu comme étant des voyous, comme étant, je sais pas comment le décrire. Beaucoup de DJ étaient vus comme étant des voyous, quoi, bon, avec du mal à respecter ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que quelque part, ça a été un peu ça le challenge avec ma famille lorsque j'ai commencé avec des DJing. Parce que le regard qui était porté sur moi était ça va, t'abandonner les études, quoi, tu veux devenir voyou. Bon, heureusement, pour un peu pour éviter de rentrer dans beaucoup de clichés, j'ai tout de suite expliqué à mes parents quelle était ma vision de la chose et quel était le cadre dans lequel je travaillais. Je sais que ça les a rassurés dans un premier temps que je n'ai pas commencé tout de suite à travailler en club, en boîte de nuit. Donc, je leur ai dit tout simplement, moi je travaille plus pour des fêtes familiales, des fêtes d'anniversaire, des fêtes de mariage où il y a des enfants et tout. Donc, et puis, bon, je leur ai également fait suivre des photos où je vais souvent en soirée, je vais en prestation étant habillé de façon responsable avec une chemise, avec une veste.
Oui, je pense que ça, c'était un peu ma volonté de m'éloigner du cliché, je veux dire ça, du DJ voyou. C'est justement ça qui fait votre particularité autant pour moi. C'est ça qui fait que je trouve que vous êtes atypique. Parce que vous avez réussi à construire un personnage, en fait, autour de vous. Un personnage responsable, en fait. Un personnage qui est capable de consolider un comportement. Et vous avez une vision. Voilà, c'est le but de ces émissions, de montrer ces hommes-là qui ont une vision, qui construisent leur carrière autour d'une vision, et c'est magnifique en fait. Beaucoup de DJ n'ont pas cette personnalité que vous avez, ils n'ont pas cette vision que vous avez. Vous avez réussi à de vous écarter de l'image du DJ africain qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à vous avoir ce soir. Merci encore. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 2008 et 2010? Parce que je sais que vous avez le déclic vraiment en 2010. Oui, ça c'est ce qui s'est passé. Alors 2008 déjà, j'arrive en Italie. J'ai quitté le Cameroun pour continuer mes études en Italie. Et lorsque j'arrive en Italie, la passion est toujours là, elle me suit. Et elle me pousse à prendre les rênes à quelques fêtes, les rênes de la musique à quelques soirées. Particulièrement, la toute première, c'était la fête de diplôme de mon cousin, quelques mois après mon arrivée. Et là, de fil en aiguille, il y a des personnes qui m'ont remarqué, ils ont remarqué que j'aimais ça, ils ont remarqué que je le faisais bien, ils appréciaient. Du coup, je suis entre guillemets devenu le DJ des soirées, des diplômes qui suivaient, des fêtes étudiantines qui étaient organisées. Et c'est ainsi que j'ai pu reprendre la main, je vais dire, parce qu'entre les débuts d'année 2000, avec mon camarade, et jusqu'à 2008, j'ai eu un moment d'arrêt où je n'avais plus de contact, je vais dire, avec le DJing. Donc, ce n'est qu'en 2008 que je reprends vraiment la chose. Et 2008-2009, j'acquiers mon premier matériel, un contrôleur DJ, et je preste ainsi pour des soirées privées, quoi, pratiquement. Et oui, comme vous le disiez, entre autres, le déclic arrive en 2010, lorsque je commence à travailler en club, et ça se fait de façon particulière. C'est lorsque je rencontre un autre DJ qui est par la suite devenu un très bon ami et un frère, DJ Hervé, que je salue ici au passage. Alors, DJ Hervé, lorsque je le rencontre en 2010, il était DJ résident au Camaro S Club de Padova. Et il m'a invité, très amicalement, viens, on va travailler ensemble. Et c'est ainsi que j'ai pris une autre dimension de la chose. J'ai commencé à considérer cela comme étant un réel boulot parce que jusque-là, c'était plus passion, c'était pour dépanner les amis ici et là. Mais à partir de là, j'ai commencé à le considérer comme étant un job en tant que tel parce que il y avait les revenus qui allaient avec. Il y avait les revenus qui allaient avec et les engagements également parce que être absent en club, ben, ça pénalise. Ça pénalise le propriétaire et puis derrière, il y a des répressions, je vais le dire comme ça. Et en retard également. Donc, c'est là où également la qualité de la prestation devenait plus délicate parce que jusque-là, je le faisais pour le fun, mais là, il fallait s'appliquer encore plus. D'autant plus que chaque soir, le challenge était plus grand. Chaque soir, il y a un public différent, ou presque. Et chaque soir, il faut apporter une animation différente. Il faut vraiment travailler. C'est à partir de là que les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses pour moi. Pour faire un petit encas, je dois savoir comment vous faites pour comprendre, pour lire la scène en fait. Comment se passe le métier du DJ? Comment ça fonctionne? C'est vraiment, j'ai toujours voulu être DJ, j'ai toujours voulu être DJ dans ma vie, mais je sais que je ne peux pas être DJ, ça ne peut pas arriver parce que je suis mauvaise sur le plan de vue musical, je ne suis pas douée du tout. Mais je me suis toujours posé la question, comment vous faites en fait pour lire la scène, pour savoir ce qui plairait aux personnes en face à votre public? Alors, il y a des outils, il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont assez simples en tant que DJ, qu'un DJ doit apprendre et maîtriser avec le temps. Il y a des techniques toutes simples, c'est déjà faire connaissance avec le public. Alors, il y a des DJ, par exemple, lorsqu'ils rentrent dans une nouvelle salle, une salle où ils ne connaissent personne, il fait un peu le tour, il salue les gens, il regarde les gens.
il regarde les gens, c'est l'occasion de voir qui est dans la salle. Est-ce que c'est des Camerounais? Si ce sont des Camerounais, c'est quoi leur mood? C'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des personnes âgées. En fonction de ça, on sait déjà plus ou moins comment orienter la soirée. Et il y a aussi des petits tips. Bon, qu'un bon DJ doit savoir, je sais pas. Par exemple, en début de soirée, ça c'est très important. Le début de soirée, c'est le moment où on comprend qui est dans la salle. On essaie des séquences. On essaie des séquences, on voit comment est-ce que le public réagit. Et en fonction de ça, on sait comment on va gérer la soirée. Et bon, il faut aussi savoir regarder la piste, faire de la statistique. Par exemple, si lorsque je passe d'une chanson à une autre, non mais c'est de la statistique, je mets juste un gros mot pour gonfler le truc, quoi. C'est de la statistique assez simple, c'est basique, c'est du calcul, quoi, je devrais dire. Si après une transition, je me rends compte que je perds 10 personnes sur la piste, ou bien que je perds 10% de ma piste, 20% de ma piste, ça devient critique. 30%, c'est catastrophique déjà. À 60%, il faut... Ça, c'est un réel talent, en fait. C'est pas seulement un talent, en fait, c'est aussi une étude, en fait, qui est associée. Oui. Oui, ça demande du temps de travailler cette observation-là. C'est pour ça qu'il est tellement important de parler de ce corps de métier, même s'il n'est pas encore réglementé, malheureusement. Mais c'est en réalité vraiment, il faut une connaissance, une compétence adaptée pour évoluer dans ce domaine-là. Mais en 2014, vous gagnez le prix du meilleur DJ. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en Italie. Oui, c'était une très belle année. 2014, c'était une année où j'ai vu, je pense, j'ai ressenti l'appréciation de ce que je faisais de la part du public camerounais et de mes confrères également. Mais pas seulement cette année-là, bien après aussi, plusieurs ont continué de me donner des marques d'appréciation de mon travail. Mais 2014, alors, il y a eu ce prix qui est arrivé. Bon, je m'y attendais pas vraiment. Comment ça se passe? Ne nous coupe pas le goût. Il faut raconter le goût de ça, mais peut-être qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Alors, il y a le Mboa Award qui avait été organisé par qui était pratiquement à l'époque la boîte de référence dans le centre nord de l'Italie, le Mboa Club, et son gérant et son propriétaire DJ Roby Mix, que je salue au passage. Alors, il avait organisé cet award parce qu'il estimait que culturellement, on n'était pas encore assez représenté. Et je pense que c'était... DJ Roby, il avait un peu trop d'avance par rapport à la culture camerounaise en Italie et la culture camerounaise peut-être même en général. Il s'est dit non, là, il faut penser à récompenser ceux qui font des choses dans le secteur de la culture. Donc, c'était un bois qui récompensait et les DJ et les acteurs de la culture, tels que les organisateurs de soirées, tels que les prestataires dans les différentes soirées. On va parler, par exemple, des personnes qui font du service traiteur, entre autres. Et il a pensé que c'était l'occasion de les récompenser, de leur dire oui, on reconnaît que ce que vous faites, c'est apprécié, on l'apprécie et on veut vous mettre un thumbs, un pouce bien pour vous dire continuez à aller de l'avant. Et c'est ainsi qu'au cours de la soirée, il fallait, avec le staff et son comité, ils avaient délibéré en se basant sur les votes des uns et des autres, parce que c'était un vote public qui était ouvert à tout le monde. Ils ont donc fait des comptes et puis bon, en s'appuyant également sur les voix du comité de délibération, c'est moi qui ai été choisi. Bon, j'étais un peu surpris parce que je n'y attendais pas, mais surtout ce que j'ai eu comme message du DJ qui m'a remis le prix, il me disait écoute, là tu es encore au début de ta jeune carrière et vois ça aussi non seulement comme une récompense, une appréciation de ce que tu fais, mais également comme un boost parce qu'aujourd'hui tu représentes l'espoir pour ce qui est le secteur du DJing, particulièrement le DJing afro en Europe et en Italie en particulier. Donc c'est un peu ainsi que je l'ai pris, tout ému. J'ai passé une très belle soirée tout ému avec le sourire jusqu'aux oreilles.
Ouais. Et oui, chaque fois que je regarde ce trophée-là aujourd'hui, ça me booste et puis ça me dit, tiens, là, peut-être, t'es pas encore arrivé, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à gagner et il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Ah, ça, parlons de territoire, vous êtes quitté de l'Italie pour la France aujourd'hui. Pourquoi ce choix, ce déplacement aujourd'hui? Pourquoi Mr. Seven nous a laissé en Italie pour aller en France? Ça, c'est du pur racisme. On appelle ça du racisme avancé, de la xénophobie à très haut. Non, 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 non. Non, non, du tout, c'est pas du racisme, c'est pas de la discrimination, non. C'est tout comme j'ai dû quitter le Cameroun pour me déplacer pour l'Italie. Comme on dit au Cameroun, ou bien entre nous Camerounais de la diaspora, on est ici pour se chercher. Voilà. On ne va pas se tromper sur ce point-là. Il faut que ce point-là soit très clair. Et je pense qu'il est clair. On est là pour se chercher. Du coup, on essaye d'aller vers les pâturages un peu plus verts. Je vais dire ça ainsi. Et les projets parallèles que j'avais à l'époque et me portaient à m'éloigner de l'Italie, particulièrement les études. Oui. Donc, je devais aller continuer mes études en Italie. Je devais venir continuer mes études en France. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai décidé de m'installer parce que là également, j'ai découvert qu'il y avait un autre territoire à conquérir. Il y avait d'autres personnes qui ne connaissaient pas Mr. DJ. Et il faut essayer d'aller attaquer ce nouveau territoire, d'aller se faire connaître là-bas. Et puis, c'est un nouveau challenge, quoi. Et vous l'attaquez extrêmement bien lorsqu'on sait que vous faites partie de l'un des DJ les plus huppés de la France, puisque vous participez à des soirées privées où nous avons les grands noms de la musique comme Fally Ipupa qui sont les invités. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée la rencontre? Et très récemment, on vous a vu sur l'affiche de Salatiel. Comment s'est passé justement ces rencontres-là? Comment s'est passée cette nouvelle entrée dans ce secteur d'activité? Qu'est-ce qui se passe? Je vais rembobiner un petit peu, partir du moment de mon arrivée en France. Alors, lorsque j'arrive en France, je fais la connaissance de DJ Masta Premier, que je salue au passage, et avec qui je travaille depuis lors. Et j'ai intégré par la même occasion le label qu'il a mis sur pied qui permet un peu plus de formaliser et d'organiser le métier de DJ pour permettre de faciliter le booking, le rendre un peu mieux structuré. Donc, le label c'est Mastatic Record et le label me contacte un jour et me dit tiens, on a une prestation à Neuilly-sur-Seine, c'est dans la périphérie française parisienne et on voudrait que ce soit toi qui ailles prester. J'ai dit ok, pas de souci, comme pour plusieurs autres prestations quoi. Je me déplace tranquillement, je m'installe et tout. Mais par contre ils me disent attention, il y a une surprise, donc correct comme d'habitude. Je lui dis pas de souci, toujours correct, ponctuel, c'est-à-dire professionnel. J'arrive, j'installe et puis je lève la tête. Alors, je vois Fally Ipupa, je me dis il y a quelqu'un qui ressemble à Fally. Et l'organisatrice de la soirée elle s'approche et me dit tiens, sache qu'il y a Fally dans la salle, donc n'hésite pas à lui faire plaisir, à nous faire plaisir. Je dis ah bon. Je ne me suis pas trompé. Et puis, ils me disent par la suite que non, Fally demande à écouter une chanson particulière de DJ Arafat. C'était en été et c'était presque un an, pratiquement 10 mois après le décès de DJ Arafat. Ils me disent non, il va écouter de la musique de DJ Arafat. Alors, lorsque je mets la chanson de DJ Arafat, c'est moi. Fally Ipupa, il s'est levé, il a commencé à danser. Et moi, ça m'a particulièrement touché de voir cette solidarité-là entre artistes qui, bien que n'étant pas du même pays, bien que n'étant pas du même registre musical, apprécier ce que ce frère fait. Moi, ça m'a particulièrement touché. Ça, je vais vous le dire franchement, ça a redonné, pas redoré, ça a augmenté la valeur artistique de Fally Ipupa à mes yeux.
Parce que là, franchement, c'est un signal fort et c'est quelque chose que je pense doit être copié par tous les artistes africains en général. Et bon, chacun va appliquer à son pays, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. Justement, Plus de solidarité. vous parlez de plus de solidarité du point de vue artistique, mais du point de vue de la situation des DJ en réalité, des DJ africains, je dirais. On sait que c'est grâce à vous, à vous comme personnalité, à vos compétences que la musique africaine a pu s'étendre à l'extérieur en réalité. C'est grâce à vous si aujourd'hui on parle de la musique africaine comme une musique qui prend de l'ampleur, qui est beaucoup plus puissante en fait. Mais quelle est justement la relation que vous avez avec cette structure? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes, je vais dire, vous avez une relation directe avec ces maisons de production-là qui créent ces musiques-là? Les musiques. Alors, dans certains cas, oui, je suis en contact direct avec les artistes, avec leurs producteurs et on échange régulièrement. Je reçois des fois des exclusivités. C'est pas tous les artistes. Si je dis je suis en contact avec tous les artistes, je serais un menteur. Je suis en contact avec, oui, quelques artistes et puis j'apprécie qu'ils me fassent participer à leur carrière parce que j'ai des artistes qui me disent souvent, écoute, j'ai cette chanson que je veux publier avec mon équipe, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi ton retour, quoi. Et moi, j'apprécie ça et puis bon, généralement, lorsqu'un artiste fait ça, moi je le dis et je le pense, lorsqu'un artiste fait ça, il travaille avec des personnes autour de lui, il prend des avis. C'est quelqu'un qui est visionnaire, qui veut aller loin et qui va aller loin selon moi. Donc oui, il y a des artistes qui sont proches de qui je suis proche, je vais dire, avec qui on échange pas mal. Et puis, il y a d'autres également avec lesquels je suis pas particulièrement proche. Donc il n'y a pas de souci de ce côté, quoi. Je veux dire, ça dépend de l'artiste en général. Ça dépend de l'artiste en fait. Ça dépend. Mais selon moi, je pense qu'il y aurait normalement, il devrait y avoir plus de liens entre vous, les DJ, et vous, les maisons de production, les artistes, parce qu'en réalité, vous êtes le fuseau même de la diffusion de la musique en réalité. Un des fuseaux de diffusion de la musique. Je suis d'accord. Et je pense que c'est un des challenges que le label avec lequel je travaille s'est donné. Et en fait, c'est une des choses qui m'a plu, qui m'a poussé à accepter de collaborer avec ce label. Mais la difficulté réelle que les artistes ont, c'est que les DJ ne sont pas structurés. Alors, s'il faut aller contacter individuellement chaque DJ, ça peut être long, ça peut être fatigant en énergie. Donc, si un artiste ne le fait pas, je comprends. Si un artiste ne contacte pas tous les DJ, je comprends. Si un artiste ne me contacte pas, je comprends. Mais j'espère juste qu'il contacte d'autres DJ, qu'il en contacte quelques-uns autour de lui, quelques-uns qu'il connaît. Et qu'il travaille avec eux, qu'il y a des DJ qui l'aident à la diffusion de sa musique. Et moi, en tout cas, je n'attends pas forcément qu'un artiste me contacte pour assurer la diffusion. Lorsque je découvre quelque chose de nouveau, de bien fait, qui me plaît, ou bien que j'estime que ça peut plaire, je n'hésite pas à partager, sans pression, sans qu'il y ait forcément de demande de la part de l'artiste. Et je tiens à rappeler également que lorsque je le fais, lorsque je partage le travail des artistes, je prends 0 franc dessus. C'est quelque chose de purement volontaire, c'est au feeling. C'est lorsque j'apprécie ce que l'artiste fait que je partage. C'est au feeling, comme lorsque vous avez débuté votre carrière, au feeling, lorsque vous avez découvert cette nouvelle passion. Mais lorsque vous regardez 10 ans aujourd'hui, 10 ans passés, parce que vous avez commencé en 2000, mettons ça, et 20 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez? Non, j'ai dit dans les débuts des années 2000. Là, vraiment, à partir de dans les débuts, on peut savoir 20 ans plus tard, c'est pas vraiment 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Alors, 20 ans plus tard. C'est comment c'est bon. Donc, ok, allons-y à 2010. De 2010 à aujourd'hui, 2020, comment vous percevez votre carrière? Comment vous alors, 2010-2020, je suis très heureux et comme j'aime bien le dire, je me sens béni d'avoir pu faire ces 10 ans-là en étant toujours en activité.
je me sens béni d'avoir fait beaucoup de rencontres, beaucoup de belles rencontres, d'avoir connu énormément de gens, de belles personnes qui non seulement appréciaient ce que je faisais ou bien qui m'apportaient beaucoup de choses dans ma carrière, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue relationnel. Il y a énormément de bonnes choses qui sont arrivées pendant ces 10 ans. Et il y a eu énormément de belles soirées avec beaucoup de beaux mondes. Il y a eu beaucoup de voyages et je pense que tout ça, ce sont des bénédictions. Il y a eu aussi des loupés. Il faut être honnête à le reconnaître. Il y a eu des soirées que j'aurais aimé faire différemment, que j'aurais aimé faire mieux. Il y a des lacunes, il y a des choses encore que je dois apprendre. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, mais il y a des choses que je dois encore apprendre. Et du coup, je me dis, oui, 10 ans, c'est bien, mais c'est motivant pour aller encore plus loin, pour continuer à me projeter, continuer à travailler pour toujours donner le meilleur de moi. Toujours